ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Une nouvelle attaque suicide de Boko Haram fait au moins 30 morts et 40 blessés dans le nord-est du Nigeria. Elle visait des supporters de foot. Ici aux États-Unis, le Sénat entend examiner et bloquer cette semaine un projet de vente d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Une vente de 8 milliards de dollars soutenue par l'administration de Donald Trump. Les États-Unis qui font également face à un afflux de migrants venant du Mexique, mais sauf que cette fois-ci, ce sont des Africains. Bonsoir. L'Iran a annoncé que ses réserves d'uranium enrichi vont passer à partir du 27 juin au-dessus de la limite imposée par l'accord sur son programme nucléaire conclu en 2015 à Vienne. Une menace qui fait monter la tension après le retrait des États-Unis de ce pacte. Cette annonce survient au moment de vives tensions entre l'Iran et les États-Unis qui accusent Téhéran d'être responsable de récentes attaques contre des pétroliers dans le Golfe, ce que Téhéran dément. Fruit d'intenses efforts diplomatiques entre l'Iran et le groupe des 6, à savoir l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, qui ont conclu un accord à Vienne pour limiter le programme nucléaire iranien en échange d'une levée de sanctions économiques. Washington s'est retiré unilatéralement du pacte en mai 2018 et a rétabli de lourdes sanctions contre Téhéran. Jusqu'ici, l'Agence internationale à l'énergie atomique a certifié que l'Iran agit en conformité avec les engagements pris à Vienne. Les États-Unis appellent par ailleurs le monde à ne pas céder au chantage nucléaire de l'Iran. Je vous propose de suivre Behrouz Kalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne pour l'énergie atomique. Les Européens ont encore un peu de temps. Ils ont bien sûr eu toute l'année dernière, une année que nous avons qualifiée d'année de la patience stratégique. Ils ont ensuite eu 2 mois de plus lorsque l'année s'est écoulée. De notre côté, nous pouvons interpréter cette inaction de 2 manières. Soit ils ne veulent prendre aucune mesure, soit ils veulent faire quelque chose mais ne peuvent le faire pour l'instant, pour une raison X ou Y. Nous pouvons spéculer que c'est soit à cause de problèmes techniques, soit des problèmes internes, soit parce que face à un rival ou à un acteur étatique puissant, ils sont incapables d'asseoir leur autorité. Si tel est le cas, les Européens ont probablement fait savoir qu'ils ne pouvaient sauvegarder l'accord. Ces échanges avec les Européens relèvent de la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, qui est en contact régulier avec eux. Dans l'actualité américaine, il est projeté qu'au cours de la semaine, le Sénat américain bloque une vente d'armes de 8 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. De nombreux législateurs américains critiquent ouvertement le bilan de Riyad en matière de droits de l'homme, ainsi que le rôle joué par l'Arabie Saoudite dans la guerre au Yémen et dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Dans ce reportage, Michael Bowman explique que l'administration Trump tente de contourner l'examen de cette vente d'armes par le Congrès en l'associant à une déclaration d'urgence nationale visant à contrer la menace iranienne. Dili Diko raconte. En termes d'argent, cela représente 3 milliards de dollars pour celui-ci, 533 millions de dollars pour celui-là. Au Sénat, tous ont un avis sur les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Les relations actuelles avec l'Arabie Saoudite ne fonctionnent pas pour les États-Unis. Je ne cesserai jamais de le répéter jusqu'à ce que les choses changent en Arabie Saoudite. What kind of ally kidnaps
Quel genre d'allié kidnappe un résident de votre pays, demandant votre protection, l'amène dans un consulat, le découpe en morceaux et le fait disparaître? La nature de cette alliance est finalement sortie au grand jour. Juste quelques mois après que le Sénat eut approuvé une résolution visant à mettre fin à l'appui américain à la campagne de frappe aérienne menée par l'Arabie saoudite au Yémen, la Chambre pourrait voter cette fois contre les ventes imminentes de bombes américaines, de munitions guidées et de façon générale contre le soutien militaire à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. La tentative de l'administration Trump d'accélérer la transaction d'armes dans le cadre d'une déclaration d'urgence irrite les législateurs des deux partis. Je suis heureux de savoir que je ne suis pas le seul membre de ce groupe à être troublé par la volonté du président de contourner le Congrès et de vendre cet armement sans tenir compte des récents événements qui ont mis à rude épreuve nos relations avec l'Arabie saoudite. Bien que l'on pense que de simples majorités existent pour adopter une résolution visant à empêcher certaines actions, il semble peu plausible qu'une supermajorité des 2/3 soit réunie pour outrepasser un possible veto présidentiel contre la dite résolution. La semaine dernière, le Sénat a refusé d'envisager un effort conjoint pour bloquer les ventes d'armes à l'État de Bahreïn et au Qatar. Les débats dans l'hémicycle ont montré que les ventes d'armes aux pays du Moyen-Orient restent très populaires auprès des républicains, notamment en raison d'une série d'incidents inquiétants dans la région du Golfe Persique. Alors que l'économie iranienne croule sous le poids de nouvelles sanctions américaines, les ayatollahs fustigent cette décision et s'en prennent à tout le monde. Il est essentiel que nous soutenions nos partenaires du Golfe en cette période dangereuse pour qu'ils puissent se défendre contre l'Iran. D'autres républicains ont fait valoir qu'empêcher cette vente d'armes ne servirait qu'à pousser les alliés de longue date à se tourner vers les adversaires des Américains pour acheter des armes. Et puis un nombre sans précédent d'Africains fuyant les difficultés économiques et les violations des droits de l'homme commises dans leur pays se sont présentés à la frontière américano-mexicaine. Ces Africains arrivent souvent en Amérique après avoir traversé l'océan Atlantique pour se rendre en Amérique du Sud. Au cours des dernières semaines, des agents du secteur Del Rio de la patrouille des frontières ont ainsi arrêté plus de 500 Africains. Cela représente plus du double du total des 211 migrants africains arrêtés au cours de l'exercice 2018. Samedi dernier, à Tijuana, 90 Camerounais ont par exemple fait la queue pour demander l'asile. Plusieurs d'entre eux sont arrivés par l'Équateur où aucun visa n'est requis. Ce sont quelques 7500 migrants africains qui seraient concernés par cette situation. Et pour parler de cette situation, retrouvons tout de suite Arzuma Compaoré, notre envoyé spécial à San Antonio. Arzuma Compaoré, bonsoir. Bonsoir John. Alors, que sait-on de la situation actuelle des immigrants africains arrivés récemment à San Antonio, où vous vous trouvez? Alors John, tout d'abord, juste pour vous donner une idée de là où je me trouve, je suis dans l'un de ces centres d'accueil improvisés que la ville de San Antonio a dû mettre en place pour faire face à cette arrivée massive d'immigrants, notamment des Africains, comme vous l'avez dit, d'Afrique centrale, en majorité du RD Congo et donc de l'Angola. Alors, dans ce centre-là, comme je disais tantôt, il y a aujourd'hui à peu près 250 immigrants qui sont ici. Il y a 3 semaines, ce nombre avait atteint plus de 600, ce qui avait vraiment généré une forme d'urgence au niveau de la ville pour pouvoir de toute urgence essayer que ces immigrants puissent rejoindre leur destination finale. Alors il faut comprendre une chose, John. La plupart de ces immigrants, quand ils arrivent, lorsqu'ils sont libérés du centre de détention, après avoir s'être volontairement remis aux agents de l'immigration à la frontière, ils sont donnés, comment je peux dire ça, on leur remet plutôt un document qui leur demande de se rendre plus tard
voilà, qui leur demande de se rendre plus tard en fait devant un juge pour pouvoir poursuivre leur cas. Alors après que ce document leur est décerné, il faut bien qu'ils trouvent un endroit pour vivre. Et la ville immédiate qui les a accueillis, ou en tout cas où les agents des frontières les ont envoyés, c'était San Antonio. Ce qui explique que la plupart qui a quitté les centres de détention de Del Rio et de Eagle Pass se sont rendus immédiatement ici. Et on parle actuellement, John, de à peu près 150 ressortissants de la République démocratique du Congo qui sont actuellement ici. Mais il y a de toutes les nationalités, des Érythréens, du Cameroun et aussi du Burkina Faso. Actuellement, la priorité pour la ville, c'est de s'assurer que ces immigrants qui sont dans ces centres-là puissent avoir un repas, en tout cas 3 repas chaque jour, avoir de quoi manger et un endroit pour dormir la nuit. Ce qui n'est pas toujours évident parce que beaucoup n'arrivent pas justement à s'acclimater avec cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle vie. Beaucoup sont déprimés, beaucoup n'ont pas de moyens, beaucoup n'ont pas de sponsors. Quand on dit sponsors, ce sont des gens où ils vont en fait aller plus tard. Donc ils sont un peu dans le désarroi et ils attendent avec impatience de l'aide. Merci Arzouma Compaoré, envoyé spécial de VOA Afrique à San Antonio. Et puis également dans l'actualité, on parle du Soudan, le mouvement de contestation appelé à de nouveaux rassemblements nocturnes dès demain mardi pour condamner le massacre des manifestants lors de la dispersion le 3 juin d'un sitting qui se déroulait depuis le 6 avril à Khartoum. Des manifestations devraient également avoir lieu mercredi et jeudi. Les habitants des villages et villes sont invités à y participer selon l'appel de la contestation. Le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution le 11 avril du président Omar el-Béchir par l'armée sous la pression de la contestation a reconnu pour la première fois avoir ordonné la dispersion de ce sitting en regrettant des erreurs qui se sont produites, c'était donc jeudi. Selon un comité de médecins proches de la contestation, au moins 128 personnes ont été tuées dans la répression des manifestants depuis le 3 juin, la plupart dans la dispersion du sitting. Les autorités ont parlé de 61 morts. Le général Mahamad Nouri, chef rebelle tchadien, a été arrêté ce matin en France à son domicile dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris en 2017 pour crimes contre l'humanité, complicité et association de malfaiteurs. 2 autres suspects ont été interpellés ce lundi. Ils sont soupçonnés de crimes contre l'humanité commis au Tchad et au Soudan entre 2005 et 2010. Mahamad Nouri a été placé en garde à vue par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Il est le président fondateur de l'UFDD, l'Union des forces pour la démocratie et le développement, et l'un des plus influents chefs rebelles tchadiens. En février, on se souvient, février 2018, son mouvement avait lancé une offensive sur N'Djamena, mais les rebelles ont été repoussés par l'armée tchadienne avec le soutien de la France. En Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi est décédé hier après une audition au tribunal au Caire. En détention depuis juillet 2013, il s'est exprimé pendant 20 minutes devant un tribunal avant de s'effondrer. Il a été transporté à l'hôpital où il est décédé. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, allié de l'ancien président islamiste, lui a rapidement rendu hommage en le qualifiant de martyr. Mohamed Morsi, 67 ans, a été le premier président démocratiquement élu en Égypte pour une courte mandature entre 2012 et 2013, avant d'être écarté par l'armée. Emprisonné depuis sa destitution par l'armée, il avait été jugé par la suite dans plusieurs affaires, dont un dossier d'espionnage pour l'Iran, le Qatar et les groupes militaires comme le Hamas à Gaza. Et puis le procureur du tribunal militaire de Ouagadougou a requis ce lundi la prison à vie pour les 2 principaux accusés du procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Il s'agit des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Le procureur a retenu contre eux les charges de trahison et de meurtre ainsi que celles d'attentat à la sûreté de l'État.
Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Voici les titres que nous allons développer dans les prochaines minutes. La mafia du sable, une vraie menace pour l'environnement et le tourisme au Maroc. Une agence onusienne tire la sonnette d'alarme. Destination Égypte. 4 villes s'apprêtent pour la grande fête de la CAN. Les footballeurs aussi se préparent. Nous suivrons les mouvements de Sadio Mané. Comment rendre plus sûres ces voitures qui nous conduiront demain seules? Le défi est de taille et comme vous le verrez, les constructeurs sont à pied d'œuvre. Le Maroc, destination touristique par excellence, est connu entre autres pour ses plages qui font rêver. Mais tout le littoral marocain est aujourd'hui menacé par l'exploitation abusive du sable utilisé dans les constructions. Le programme des Nations Unies pour l'environnement tire la sonnette d'alarme dans un rapport publié récemment. L'organisation onusienne pointe du doigt une véritable mafia du sable. Le récit d'Abdourahmane Dia. Juste en dessus de cette petite plage de Monica, dans la ville côtière de Mohamedia, un projet immobilier, symbole d'une industrie en plein boom. Mais la boulimie des constructeurs a des effets négatifs sur l'environnement. L'exploitation du sable de mer est parfois une véritable opération criminelle. On consomme aujourd'hui plus de 32 millions de mètres cubes de sable fin. Ce qui est déclaré, c'est moins de 16 millions de mètres cubes, c'est-à-dire 16 millions de mètres cubes. Vient de sources inconnues. Et seules quelques personnes semblent tirer profit de l'exploitation du sable. C'est un marché qui est justement qui profite aux notables des régions, en l'occurrence Soueria, Souera, Asfi, Jdida, Azmour. Azmour, c'est un cas catastrophique, il faut aller voir sur place. L'environnement, l'écosystème, il est chaotique là-bas. Les associations locales et les riverains se mobilisent pour tenter d'attirer l'attention des autorités sur les menaces environnementales que constitue la surexploitation du sable sur le littoral marocain. La mafia est en train de voler l'héritage de tout un pays. Cela nous ramène des années en arrière avec ce pillage de tout le sable de nos plages, avec l'aide de certains politiciens. Le sable, deuxième ressource naturelle la plus utilisée au monde après l'eau, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, est un composant essentiel du bâtiment. Son exploitation illégale contribue à l'érosion côtière alors que le tourisme constitue une énorme source de revenus pour le Maroc. Cela pourrait prendre des années avant que les voitures autonomes nous conduisent à nos destinations. Mais en attendant, les constructeurs utilisent déjà des technologies de conduite autonome pour rendre les voitures plus sûres. L'une d'elles est un capteur appelé LIDAR, un faisceau laser qui rebondit sur des objets et qui permet également de créer des cartes géographiques 3D en temps réel. Michel Quin a jeté un coup d'œil sur ce capteur qui permet aux voitures de voir. Le récit de Thierry Kaoré.
Cette petite boîte attachée au sommet de cette voiture fait un travail important. En effet, elle émet des impulsions de lumière invisibles qui permettent à la voiture de voir par elle-même. C'est ce qu'on appelle un capteur LiDAR. Ce que le LiDAR fait en utilisant la technologie de la lumière, c'est que des faisceaux laser sans danger pour les yeux, émis par notre capteur, frappent un objet et rebondissent sur le capteur, recueillant des données sur la distance et le temps. En rotation, il rassemble essentiellement des milliards de données pour tous les objets dans les environs. Au fur et à mesure que la voiture avance, les capteurs LiDAR inondent presque le monde avec de la lumière et calculent le temps nécessaire au retour du reflet de cette lumière. Cela crée une carte qui peut aider une voiture à prendre des décisions, quand il faut ralentir, accélérer ou tourner le volant. Qu'il s'agisse d'un objet mou comme une personne, d'un chien ou autre, ou d'un objet dur comme un camion ou une voiture, LiDAR est celui qui vous donne l'image. C'est un moyen incroyable de percevoir le monde. Toutes les entreprises travaillant avec des voitures autonomes n'utilisent pas LiDAR. L'espoir est de créer des pilotes robots meilleurs que ceux conçus pour les humains. Pour nous, en tant qu'humains, le fait de ne pas commettre ces erreurs, ce sera plus sûr et il y aura beaucoup moins d'accidents, donc moins de morts sur nos routes. L'objectif de cette conduite plus sûre est d'inciter les constructeurs automobiles à investir dans la technologie aujourd'hui. Pour beaucoup, cela commence par le capteur LiDAR en rotation situé au sommet d'une voiture, ce qui donne essentiellement des yeux spéciaux à la voiture. Une voiture que Yacouba Ouedraogo s'offrira certainement. Yacouba, vous êtes là pour nous parler de sport et nous parlons essentiellement de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence vendredi en Égypte. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Vous l'avez si bien dit, la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, nous sommes dans la semaine de cette CAN Égypte 2019-là, qui débute dans 4 jours exactement, et nous allons consacrer une bonne partie de cette rubrique à la Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup d'interrogations à quelques jours de la plus grande fête du football africain. Et l'un des gros défis de cette CAN, c'est l'aspect sécuritaire. Mais le directeur de la compétition se veut rassurant. Suivez. Ce que nous avons fait pendant le tirage au sort a été impressionnant pour tout le monde. Les gens ont dit qu'ils n'avaient jamais vu des mesures de sécurité à cette échelle. Tout le monde avait une escorte de sécurité en tout temps, mais nous devons être aussi conscients que le risque qu'une personne effectue une attaque est présent. C'est pourquoi nous avons pris toutes ces mesures de sécurité accrues et embauché du personnel qui comprend comment fonctionnent les tournois. Alors, pour en savoir davantage, tout de suite, direction Ismaïlia, l'une des villes qui vont abriter la compétition, pour retrouver au téléphone Seydina Abagé, notre correspondant à Dakar, qui a fait le déplacement de l'Égypte. Seydina, bonsoir. Bonsoir, Yacouba. Alors, comment se présente Ismaïlia sous l'aspect sécuritaire à 4 jours du coup d'envoi de cette compétition? C'est une ville, si je peux m'exprimer ainsi, sous très haute protection parce que même devant l'hôtel des Lions du Sénégal et des Flying Eagles du Nigeria, c'est un dispositif assez conséquent qui a été déployé avec des blindés devant chaque hôtel, des hommes cagoulés et des hommes en civil armés qui montent la garde. Et il faut montrer vraiment des papiers et savoir qui cherchait dans l'hôtel pour qu'on laisse entrer toute personne qui veut visiter ou bien toute personne qui va approcher les équipes. Dans la rue aussi, c'est pratiquement la même chose et il y a beaucoup de restrictions concernant les images parce que les militaires et les policiers n'acceptent aucun tournage dans la rue. Ils disent que le tournage n'est autorisé que dans les stades, à l'intérieur des stades. Alors, Seydina, l'Égypte a eu 6 mois pour préparer cette première CAN à 24 équipes. Est-ce que sur le plan infrastructurel, le pays des pharaons est prêt? En tout cas, au Caire, on n'a pas eu le temps de visiter les 3 stades, mais le nouveau stade qui se trouve dans le quartier que l'on appelle New Cairo est déjà prêt. C'est le stade du 30 juin qui doit accueillir la poule du Sénégal. Le stade international du Caire est également prêt et l'Égypte qui a même joué un match amical. Par contre, à Ismaïlia, on a vu que le stade est en train d'être rénové. En tout cas, la devanture... Concernant la devanture, il y a des travaux de finition qui sont en train d'être faits là-bas, mais je pense que ce sera prêt pour le 23. Alors, vous avez fait la distance Le Caire-Ismaïlia en voiture. Dites-nous, est-ce que vous sentez déjà l'engouement autour de cette CAN 2019-là?
Pas trop d'engouement pour le moment en tout cas, à part quelques personnes qui interpellent les rares Sénégalais qui sont là et qui portent les maillots de l'équipe nationale. Pratiquement tous les habitants de la ville d'Ismaïla ne connaissent qu'un seul joueur du Sénégal et c'est Sadio Mané. Et à chaque fois que Sénégalais passe dans la rue avec le maillot de l'équipe nationale, il est interpellé sous le nom de Sadio Mané. Mais à part cela, rien dans la ville ne montre qu'une Coupe d'Afrique des Nations va s'y dérouler, à part la devanture du stade d'Ismaïla. Merci beaucoup Seydina Abagé. Je rappelle que vous êtes le correspondant de la Voix de l'Amérique à Dakar et que vous êtes présentement en Égypte pour couvrir cette CAN 2019. Autre discipline à présent, nous parlons des arts martiaux et plus précisément du Kung Fu qui, il faut l'avouer, n'est pas très populaire sur le continent africain. Par contre, des échanges culturels ont facilité la montée en popularité du Kung Fu au Rwanda, où un certain nombre de maîtres ont ouvert des écoles pour entraîner les jeunes. Nous allons faire connaissance avec l'un de ces maîtres dans ce reportage de l'agence GAP, relaté par Gabi Dorsey. J'ai remarqué qu'il y a des enfants qui vivent dans la rue et passent leur temps à abuser de la drogue. Et je trouvais ça triste. J'ai donc décidé de prendre ces enfants, les entraîner et leur donner une nouvelle direction à travers cette discipline pour les mettre sur un bon chemin. Le Kung Fu m'a beaucoup aidé. Ça m'a appris le respect envers les adultes, envers les autorités, envers les parents, envers différentes personnes que je rencontre. Voilà donc John, on s'arrête ici pour les sports. Merci Yacouba, c'est la note finale donc de cette actualité sportive. On vous retrouve Yacouba demain. Vous êtes un amoureux du yoga, sachez que vous n'êtes pas seul. Près de 1500 personnes d'origine indienne et américaine se sont rassemblées au monument de Washington dimanche pour pratiquer le yoga avant la 5e journée internationale du yoga. Les participants du rassemblement ont commencé leur programme par un message du Premier ministre indien, Narendra Modi, suivi de plusieurs yogasanas, entendez, des poses et exercices de yoga des participants. Un exercice où même des membres du Congrès se sont associés. Ainsi en est-il du sénateur Chris Van Hollen du Maryland, Mark Warner de Virginie, la représentante Jenny Raskin et le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, ont publié des proclamations afin de sensibiliser le public à la pratique de santé ancestrale ayant ses racines en Inde, selon un sondage mené en 2016. Il y avait 36,7 millions de praticiens du yoga aux États-Unis. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez Jacques Aristide demain. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.